Il y a des endroits sur une carte qui paraissent minuscules, presque anecdotiques. Hormuz en fait partie, un détroit entre l'Iran et Oman, à l'entrée du Golfe, une bande d'eau étroite qui relie le Golfe Persique au Golfe d'Oman, puis à l'océan Indien. Dit comme cela, rien de spectaculaire. Et pourtant, en 2025, près de 20 millions de barils par jour y ont transité. Cela représente environ un quart du commerce maritime mondial de pétrole. Et ce n'est pas tout. Près d'un cinquième du commerce mondial de gaz naturel liquéfié passe aussi par là, principalement depuis le Qatar et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, alors que les tensions autour du détroit d'Ormuz se sont à nouveau durcies, avec des discussions américano-iraniennes annoncées puis contestées, des restrictions de transit et une crise ouverte sur la navigation, la question n'est plus seulement régionale, la question centrale est beaucoup plus large. Comment le monde a-t-il pu devenir aussi dépendant d'un passage aussi étroit ? La question n'est pas tant de savoir si l'Iran peut tenir le détroit éternellement. Ce n'est probablement pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il n'a pas besoin de le fermer durablement pour produire un choc mondial. Il suffit de perturber, d'intimider, de faire monter le risque, de faire grimper l'assurance, de bloquer les armateurs, de désorganiser les flux. Dans un monde tendu, cela suffit déjà à secouer les prix. La logistique et la politique dans une actualité internationale où un embrasement entre l'Iran, Israël et les États-Unis peut faire bouger les marchés en quelques heures. Beaucoup se demandent comment ajouter à leur portefeuille une poche un peu moins dépendante des aléas de la bourse. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est la disproportion. Au point le plus étroit, le détroit d'Ormuz ne fait qu'environ 54 km de large, et les navires ne disposent pas de toute cette largeur. Les chenaux navigables ne font qu'environ 2 miles nautiques, soit environ 3,7 km dans chaque sens, séparés par une zone tampon du même ordre. Autrement dit, une part essentielle de l'économie mondiale circule dans un couloir extrêmement resserré. C'est pour cela qu'Ormuz est un choke point, un point d'étranglement. Le terme paraît technique, il ne l'est pas. Il dit quelque chose de très simple. Quand un flux vital dépend d'un passage unique, ce passage devient un levier de puissance. Le monde moderne aime parler de réseau, de fluidité, de mondialisation. Mais au fond, il reste dépendant de quelques portes. Ormuz est l'une des plus importantes. Et c'est ici qu'apparaît le paradoxe. Plus les échanges sont mondialisés, plus certains points deviennent stratégiques. La fluidité globale ne supprime pas les verrous, elle les rend plus précieux. Alors pourquoi l'Iran compte-t-il autant ici ? Parce qu'à Ormuz, la puissance ne se mesure pas seulement en PIB ou en tonnage naval global, elle se mesure en géographie. L'Iran n'est pas la première puissance économique du monde, ce n'est pas non plus la première marine du monde. Et pourtant, sur ce théâtre précis, il dispose d'un avantage majeur. La proximité, la profondeur côtière, le relief, la capacité à menacer les approches, à saturer le détroit par des moyens asymétriques, à jouer sur la peur plus que sur la conquête. C'est ce que nous voyons déjà dans la crise actuelle, où Téhéran resserre son contrôle, conteste la liberté de passage et utilise Ormuz comme levier dans son bras de fer avec Washington. Il faut être clair, l'Iran n'a pas besoin de posséder juridiquement le détroit pour peser sur lui. Le droit maritime prévoit bien le principe de transit de passage pour les détroits internationaux, même si ni l'Iran ni les États-Unis n'ont ratifié la convention de Montego Bay. Mais dans ce type de crise, le droit ne vaut que tant qu'il peut être garanti. Et lorsqu'un passage devient dangereux, c'est moins le texte qui compte que le risque réel pris par les armateurs, les assureurs et les États. Autrement dit, la question n'est pas seulement qui a le droit. La question est qui peut faire monter le coût du passage au point de rendre la liberté théorique inutile. C'est exactement ce qui s'est produit ces dernières semaines. Les assureurs maritimes ont annulé ou renchéri brutalement certaines couvertures de guerre. Les coûts du shipping ont bondi et des dizaines puis des centaines de navires se sont retrouvés bloqués ou déroutés. Là encore, ce qui se joue n'est pas seulement militaire, c'est aussi financier, juridique et psychologique. Le point important, c'est que cette stratégie convient parfaitement à l'Iran. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'elle permet de jouer sur un terrain où la supériorité américaine devient moins écrasante qu'en haute mer ou dans une guerre conventionnelle classique. Dans un espace étroit, saturé, proche des côtes iraniennes, la menace n'a pas besoin d'être permanente pour être crédible. Quelques incidents, quelques interceptions, quelques frappes ciblées, quelques jours d'incertitude peuvent suffire à produire un effet disproportionné. Et c'est précisément cela, la logique iranienne Ormuz. Non pas de vaincre frontalement la première puissance navale du monde, mais de rendre le coût de la liberté de circulation suffisamment élevé pour que tout le monde soit obligé de recalculer. Le but n'est pas seulement militaire, il est diplomatique, psychologique et économique. L'erreur classique, c'est de réduire Ormuz à une vanne pétrolière. Bien sûr, le pétrole est central, environ 20 millions de barils jour en 2025, soit un volume colossal pour un seul point de passage. Mais le détroit concentre aussi une part décisive du gaz naturel liquéfié mondial. En 2025, plus de 110 milliards de mètres cubes de GNL y ont transité. Environ 93% des exportations de GNL du Qatar et 96% de celles des Émirats arabes unis passent par Ormuz. Et fait crucial, il n'existe pas de véritable route alternative pour ces volumes de gaz. Donc quand Ormuz se bloque, ce ne sont pas seulement les marchés pétroliers qui s'affolent. Ce sont aussi les marchés du gaz, de l'électricité, de l'industrie lourde, de la chimie, des engrais. L'Agence internationale de l'énergie rappelle d'ailleurs que plus de 30% du commerce mondial duré, environ 20% de l'ammoniac et du phosphate, ainsi qu'une part significative de l'aluminium et du soufre, transitent également par ce couloir.
En d'autres termes, Hormuz touche aussi l'agriculture, les métaux, la construction et au bout de la chaîne, les prix alimentaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un choc sur Hormuz n'est jamais un choc local. C'est une onde de propagation. Le tanker n'arrive pas, le gaz manque, les coûts montent, les États puisent dans leurs stocks, les industriels arbitrent, les banques centrales hésitent, les gouvernements subventionnent. Et très vite, une crise géopolitique devient une crise économique puis sociale. C'est ce mécanisme qu'il faut bien faire sentir. Quand un détroit comme Hormuz se tend, ce ne sont pas seulement les traders ou les chancelleries qui s'agitent, ce sont aussi les raffineries qui anticipent, les industriels qui revoient leurs achats, les transporteurs qui augmentent leurs tarifs, les États qui craignent un retour de l'inflation énergétique. Et derrière l'inflation énergétique, il y a toujours la même chaîne. Hausse des coûts de production, hausse des prix, tension sur le pouvoir d'achat, nervosité politique. Autrement dit, un incident naval dans le Golfe peut finir par peser sur une facture d'électricité en Europe, sur le prix d'un engrais en Asie ou sur le coût du transport ailleurs dans le monde. Voilà pourquoi Hormuz dépasse très largement le seul Moyen-Orient. Mais ce choc n'est pas réparti de manière égale. Et c'est là que l'on voit apparaître une autre hiérarchie, beaucoup plus discrète, celle des dépendances régionales. On entend souvent, si Hormuz ferme, l'Amérique souffrira. Alors oui, mais pas de la même manière que les autres. Les États-Unis restent exposés aux prix mondiaux, évidemment. Mais leur dépendance physique directe au pétrole passant par Hormuz est beaucoup plus faible qu'autrefois. En 2024, ils n'apportaient qu'environ 0,5 million de barils par jour via ce passage, soit 7% de leurs importations de brut et 2% de leur consommation de liquide pétrolier. C'est très peu comparé à l'Asie. L'Asie, en revanche, est le grand client captif d'Hormuz. En 2024, environ 84% du brut et des condensats transitant par le détroit prenaient la direction des marchés asiatiques. En 2025, selon l'AIE, 80% des flux de pétrole et produits pétroliers passant par Hormuz étaient destinés à l'Asie, et la Chine ainsi que l'Inde recevaient à elle seule 44% des exportations de brut transitant par le détroit. Pour le GNL, c'est encore plus net. Près de 90% du gaz exporté via Hormuz allait à l'Asie. Cela signifie quelque chose de très important. La fermeture d'Hormuz n'est pas seulement une crise du Moyen-Orient, c'est potentiellement une crise asiatique avec des effets mondiaux, et c'est là que le sujet devient géopolitique au sens fort. Car si l'Asie est l'atelier du monde, est l'un des principaux moteurs de la demande énergétique, alors frapper Hormuz, c'est frapper indirectement une partie centrale de l'économie globale. Face à cela, on pourrait se rassurer, se dire, il existe des pipelines, des routes de contournement, des stocks stratégiques. C'est vrai, en partie. L'Arabie Saoudite et les Émirats disposent bien de capacités leur permettant de contourner partiellement Hormuz, mais elles restent limitées. L'AIE estime la capacité de redirection disponible entre 3,5 et 5,5 millions de barils par jour, très loin des 20 millions de barils par jour qui ont transité par le détroit en 2025. L'EIA américaine évaluait pour sa part environ 2,6 millions de barils par jour la capacité excédentaire mobilisable à partir des infrastructures saoudiennes et émiriennes dans certaines conditions. Autrement dit, on peut amortir mais pas remplacer. Et pour le gaz, le problème est encore plus brutal. Pour les volumes qataris et émiriens qui passent par Hormuz, il n'existe pas d'alternative terrestre sérieuse capable d'absorber le choc. C'est une réalité très simple. Pour une partie du GNL mondial, Hormuz n'est pas un itinéraire parmi d'autres, c'est l'itinéraire. Voilà pourquoi la formule « le monde paie » n'est pas une exagération. Elle est presque littérale. Au fond, Hormuz nous rappelle une vérité que beaucoup avaient oubliée. La mondialisation n'a pas aboli la géographie, elle l'a rendue plus impitoyable. Nous avons construit un système économique présenté comme immense, complexe, interconnecté et sophistiqué. Mais ce système continue de dépendre de quelques détroits, de quelques ports, de quelques pipelines, de quelques points de passage. Ce qui se joue aujourd'hui à Hormuz n'est pas seulement la confrontation entre Téhéran et Washington, ni même le devenir du Golfe. Ce qui se joue, c'est la vulnérabilité structurelle d'un ordre mondial qui se croyait fluide et qui redécouvre qu'il repose encore sur des verrous. Des verrous maritimes, des verrous énergétiques, des verrous géographiques. La question n'est plus seulement de savoir si Hormuz sera rouvert demain, provisoirement ou sous escorte. La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Combien de temps encore le monde pourra-t-il prétendre être stable alors qu'une part décisive de son énergie passe par un couloir aussi étroit, aussi vulnérable et aussi exposé aux rapports de force ?